Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du 13 septembre 2021. Avant de commencer, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et tout de suite, focus marché avec des investisseurs qui surveilleront cette semaine les chiffres sur l'inflation, mais aussi les décisions de la part de la Fed à partir de la semaine prochaine. En fin de semaine, Wall Street a quand même terminé en nette baisse puisque les investisseurs guettant les signes d'une accélération de l'inflation aux États-Unis, pendant que Apple, justement, un peu plombé les marchés, chutait à la suite d'une décision de justice défavorable. Alors, on a eu les prix à la production aux États-Unis qui ont fortement augmenté en août, dépassant même les attentes, ce qui suggère que l'inflation pourrait rester élevée sur fond de tension, encore une fois, dans les chaînes d'approvisionnement, d'après les chiffres qu'on a eus vendredi dernier. Les indices ont également réagi en fin de semaine aux commentaires de la présidente de la Réserve fédérale de Cleveland, qui s'est dit toujours favorable à une réduction des achats d'actifs cette année, en dépit du rapport décevant sur l'emploi il y a une semaine. Donc forcément, on a plusieurs membres de la Fed qui font quelques annonces actuellement sur l'inflation et la réduction des achats d'actifs à venir. Eh bien, forcément, les marchés derrière réagissent à la moindre annonce qui pourrait encourager, en tout cas, Jérôme Powell à diminuer les achats d'actifs ou inquiéter sur une inflation potentiellement, je dirais, permanente, en tout cas qui ne serait pas transitoire à court terme. Apple a aussi lourdement chuté après un jugement lui enjoignant d'assouplir ses règles sur les modes de paiement dans l'Apple Store dans le cadre de son litige avec Epic Games, éditeur du jeu en ligne à succès Fortnite. Donc forcément, Apple hier, vendredi, a clôturé en baisse de quasiment 3,3% et Apple ayant une forte pondération dans le Nasdaq, le S&P, mais aussi dans le Dow Jones, a un peu plombé Wall Street et la plupart des indices en fin de semaine vendredi. Néanmoins, ce matin, on ouvre en hausse des bourses européennes encouragées par la progression des futurs à Wall Street, en dépit d'une séance en Asie agitée par des craintes autour du secteur technologique, encore une fois. Les indices européens avaient justement terminé la semaine dans le rouge vendredi, après l'annonce, comme je vous le disais, d'une hausse plus forte que prévue des prix à la production en août aux États-Unis, qui a ravivé justement les craintes sur les tensions inflationnistes dans le pays susceptible de contraindre justement la Fed à resserrer sa politique monétaire. De ce fait, la tension devrait logiquement monter à l'approche de la prochaine réunion de politique monétaire de la Banque centrale américaine prévue les 21 et 22 septembre. Donc, on a eu la semaine dernière la BCE qui n'a pas osé utiliser le mot tapering, mais recalibrage. Donc, est-ce que Jérôme Powell va aussi faire une sorte de gymnastique dialectique pour ne pas faire peur au marché? On verra ça la semaine prochaine. En tout cas, le prochain gros événement pour les marchés américains, ce sera le 21 et 22 septembre. Avant cela, les investisseurs prendront par contre connaissance mardi de l'indice des prix à la consommation aux États-Unis. Pareil, ça devrait nous donner un peu plus de visibilité sur l'évolution de l'inflation. D'autres éléments alimentent aussi un peu la prudence ce lundi. Selon deux sources proches du dossier, les élus démocrates à la Chambre des représentants envisagent de proposer une hausse du taux d'imposition des entreprises à 26,5% contre 21% actuellement, dans le cadre d'un projet plus large d'augmentation des impôts sur les ménages les plus aisés, les sociétés et les investisseurs. Bon,
actuellement, les futurs sont dans le vert. Joe Biden avait déjà parlé à plusieurs reprises maintenant d'une augmentation, d'une hausse en tout cas du taux d'imposition des entreprises. Bon, là, ce serait de 26,5 actuellement, enfin une hausse à 26,5 contre 21%. En tout cas, Joe Biden avait déjà préparé le terrain et les marchés n'ont pas l'air de prêter une grande importance à cette annonce qu'on a eue ce matin. Bon, pour moi, le catalyseur, les événements à surveiller, ça reste, ça sera en tout cas les prix à la consommation, l'indice des prix à la consommation mardi aux États-Unis, et ensuite la réunion, bien entendu, de la Banque centrale américaine, de la Fed. Maintenant, les marchés sont encore une fois suspendus toujours aux annonces des banquiers centraux. Côté macro, ici c'est un graphique des buybacks aux USA. Je vous avais déjà présenté ce graphique au mois de juin ou début juillet. Et aux États-Unis, les entreprises ont représenté la principale source de la demande en action. Elles avaient annoncé plus de 567 milliards de dollars de rachat de titres depuis le début de l'année à partir de juin. En tout cas, dans la période fin juin, début juillet, elles avaient déjà annoncé 567 milliards de dollars de rachat de titres. 3 mois après, on est à 776 milliards, donc soit un record. On atteint quasiment les niveaux de 2018 et l'année n'est pas terminée. Encore une fois, les rachats d'actions continuent d'augmenter et c'est une bonne nouvelle pour les actions, effectivement, en quelque sorte, puisque plus les entreprises vont continuer à faire du rachat d'actions, plus les cours de bourse vont gonfler de manière artificielle. En tout cas, ça alimente la hausse du prix des actions. Donc là, 3 mois après, on se rend compte quand même que les entreprises, en tout cas, n'ont pas diminué ou ralenti le rythme des rachats d'actions. Bien au contraire, celui-ci a plutôt accéléré et je pense même qu'il devrait se poursuivre d'ici la fin de l'année et qu'on devrait même, à mon avis, battre le record qui était en 2018. Le précédent record, c'était celui de 2007, juste avant la crise des subprimes. Donc là, pareil, une euphorie un peu sur les buybacks, je trouve. Les entreprises n'avaient pas pu effectuer des rachats d'actions durant la crise en 2020 avec le Covid-19, mais avec la reprise économique, les banques centrales ont de nouveau autorisé, notamment pour les banques, les rachats d'actions. De ce fait, on atteint des niveaux records cette année. Et puis, avec autant de liquidités, forcément, on atteint, je pense qu'avec toutes les liquidités qui ont été déversées sur les marchés depuis maintenant plus de 15 mois, on devrait facilement battre le précédent record de 2018. En tout cas, voilà aussi un élément qui alimente la hausse sur les marchés actions. Ici, nous avons le graphique du S&P 500, en tout cas le ratio, le PE ratio du S&P 500, bénéfice, le price par earning, donc le bénéfice par action. Et on atteint pareil des niveaux de valorisation encore assez élevés. On constate que la forte progression des indices boursiers a amené la valorisation des marchés actions à des niveaux élevés. Et dans le cas du S&P 500, le PE est actuellement de 29 fois les résultats attendus, contre une moyenne, vous voyez ici, 19 fois les résultats attendus. Il me semble que c'est pour les 12 prochains mois. Donc ce ratio se rapproche bien évidemment des niveaux extrêmes lors de la bulle dans les années 2000. Et encore une fois, la semaine dernière, je vous mettais aussi des graphiques avec le ratio CAP, d'autres ratios qui montraient que effectivement, on pouvait commencer à entrer dans une zone de surchauffe.
et que oui, les marchés américains n'étaient peut-être pas forcément en bulle, mais en tout cas commençaient, et je pense, ça fait déjà un petit moment, mais sont chers actuellement. Les marchés sont chers et, et malgré des ratios de valorisation élevés, on constate que les investisseurs sont toujours prêts à payer relativement cher des titres pour les détenir dans leur portefeuille. Et donc, pour que le PE se maintienne à des niveaux de multiples aussi élevés, bien, il faut que l'économie se porte bien et que les prévisions de croissance des entreprises, pareil, continuent d'être impressionnantes. Ce qui semble être quand même le cas actuellement. On a eu la BCE qui a relevé ses prévisions de croissance, les États-Unis qui devraient aussi enregistrer une forte croissance en 2021, des prévisions qui tablent sur une croissance autour de 4,6-4,5% pour 2022, pareil en Europe. Donc, effectivement, tous les voyants sont au vert, mais quand même, prudence, les marchés sont dans l'anticipation et je pense que d'ici quelques mois, on pourrait de nouveau avoir un retour à la normale. Et donc, justifier de tels niveaux de valorisation, notamment quand on se rapproche des niveaux de 2000, juste avant l'éclatement de la bulle, derrière, ça pourrait être compliqué. Surtout si dans quelques mois, après, on retombe un peu sur une croissance molle, on constate qu'on a pas mal d'indicateurs qui commencent, après avoir eu une certaine euphorie, notamment dans les PMI, à revenir sur des niveaux un peu moins extrêmes, un retour à la normale tout simplement. Donc derrière, les entreprises n'ont vraiment pas intérêt à décevoir dans la publication du dernier trimestre, auquel cas on pourrait avoir pareil, à mon avis, une correction de marché. En tout cas, les marchés actuellement sont fortement valorisés, comme j'ai pu vous le montrer avec le ratio CAP, d'autres ratios, mais encore une fois, alimentés et dopés par les liquidités des banques centrales. Donc, voilà pourquoi le tapering fait un peu peur actuellement aux investisseurs, car si on a moins de liquidités, forcément, ça risque de gripper les marchés. Et derrière, une correction ne serait pas à exclure. Donc, encore une fois, on est sur des niveaux élevés. Néanmoins, on peut très bien continuer et monter à 31, 32, voire sur les niveaux de 34. Mais, encore une fois, soyez prudents. Toujours aussi intéressant et judicieux d'avoir une poche de cash disponible pour justement, en cas de secousse ou de turbulence, profiter d'opportunités et d'achats à bon compte sur les titres qui surperforment le marché. Côté graphique maintenant. Le CAC 40, belle ouverture ce matin en hausse. Bon, d'un point de vue technique en données hebdomadaires, ça tient finalement. Le support ici, c'est l'ancien sommet de juin. Bon, ne cède pas sous la pression vendeuse. Pour ma part, je constate surtout une sorte de consolidation depuis plusieurs semaines dans un range de 100-120 points à peu près. Mais pour autant, les acheteurs ne lâchent rien. Certes, on a l'impression qu'on manque un peu, je dirais, de carburant pour aller chercher d'autres niveaux, mais d'un autre côté, les vendeurs, eux, n'arrivent pas à enfoncer le clou pour déclencher un mouvement correctif en direction des 6400 points. Si on affine en données daily, pour ma part, tirailler toujours entre ce fameux drapeau qu'on avait eu avec potentiellement une correction en A, B, C et l'élargissement descendant en données horaires, voire 4 heures sur le cash, les futurs, pardon. Alors, où est-ce qu'il est? Si on va regarder les futurs,
CAC 40 futur, voilà. Donc, effectivement, on va cacher Ishimoku. On avait une sortie un peu par le bas de ce drapeau, pouvant suggérer une correction en ABC, et en parallèle, une consolidation dans un élargissement descendant. Donc là, les prix tentent justement de sortir par le haut de l'élargissement descendant. Donc derrière, mon scénario va dépendre voilà, du pullback quasiment qu'on va faire. En donné 4 heures, je vais le mettre. De la réintégration ou pas du drapeau. Vous voyez, voilà, pour moi, on est à la croisée des chemins. Donc effectivement, ici, nous avons bien notre élargissement descendant donné 4 heures. Je peux aussi reporter la parallèle juste au-dessus. Et là, on se trouve à la croisée des chemins. Pour moi, si on réintègre le canal et qu'on a une belle bougie qui, en donné 4 heures qui clôture au-dessus des 6730 points, je repasserai haussier sur le CAC 40 pour aller chercher 6780, puis de nouveau plus haut, repartir dans le sens du flux, qui est haussier. En revanche, si une nouvelle fois on est maintenu en échec ici et qu'on a cet après-midi une belle bougie flux, vendeur pour d'une part aller chercher la borne basse de l'oblique, enfin, la borne basse de l'élargissement descendant, et en cas de cassure, correction en ABC, aller chercher les 6400 points. Voilà le plan actuellement sur le CAC. On se trouve très clairement à la croisée des chemins. Pour l'instant, on a un flux haussier depuis ce matin, donc je ne passe pas vendeur. Si on regarde, on essaie d'affiner en données horaires. Bougie flux haussière, aucune raison de se mettre à contre-courant. Attendons de voir l'ouverture américaine à 14h30, mais derrière, effectivement, si on réintègre ce canal et qu'on casse à la hausse ce niveau, les acheteurs risquent en tout cas, enfin devraient plutôt prendre l'ascendant psychologique, et je pense qu'on devrait par la suite reconquérir les différentes résistances, voire 6780 et vers les 6815, 6850 points. Et inversement, si de nouveau on cale comme ici et qu'on a une belle bougie flux, eh bien on repasse vendeur pour viser une nouvelle fois la borne basse. Donc je vous invite très clairement à surveiller en données horaires l'évolution des prix à l'intérieur de ces deux figures chartistes. Le DAX. Pareil, le DAX, réintégration de l'ancien range. Il butait en fin de semaine dernière ici sur le niveau des 50% de Fibonacci de la dernière vague de baisse. On avait cette divergence haussière, donc un objectif majeur avait été atteint. Derrière, on avait été rejeté sur ce niveau. Finalement, beau gap haussier, beau flux haussier. On prend 1% ce matin, donc des haussiers, des acheteurs qui gardent la main. Je vais quand même voir la bougie en hebdomadaire. La Tenkan, tiens, encore une fois, hein, la Tenkan fait support maintenant depuis plusieurs mois, depuis le mois de mai. On fait des incursions en dessous, mais tant que cette Tenkan, finalement, en clôture, hebdomadaire, ne cède pas, les acheteurs gardent la main, en tout cas sur du moyen long terme. Vous voyez qu'ici, elle joue parfaitement son rôle de support et on n'a jamais réussi à avoir une clôture sous la Tenkan depuis le mois de février. Donc pour ma part, la première alerte vraiment baissière, ce sera une clôture hebdomadaire sous ce niveau-là. Et pour l'instant, on est dans un range, encore une fois. Là, on est en train de casser à la hausse MM50, plaqué June Tenkan. Bon,
Ça ressemble à une cassure Tenkan Kijun. On n'a pas de twist du nuage. Chikou qui serait quasiment libre de tout obstacle. Tout dépend de où va se faire la clôture. On approche de la résistance des 15 800, mais ça reste haussier. Pour l'instant, c'est haussier. Je verrais bien un comblement du gap. Oui, un comblement du gap sur le DAX aux alentours des 15 830 points. Et encore une fois, les niveaux clés qui vont m'intéresser, de se repositionner dans le sens du flux à l'achat sur la borne basse ici, ou d'attendre une nouvelle accélération sur la borne haute. Mais pour l'instant, c'est haussier. On a un flux ce matin acheteur. Là, on arrive proche des 15 800 points, donc passer à l'achat ici, non, ce n'est pas très, ce n'est pas recommandé, on va dire, étant donné qu'on a la MM50 et qu'on est sur la résistance. Mais derrière, je verrais bien en tout cas le comblement du gap. Pourquoi pas, si vous êtes déjà à l'achat, viser le comblement du gap. Mais pour ma part, pas vendeur, étant donné qu'on est dans un flux haussier. Ce matin, on prend déjà plus de 1%. Et on a quand même un petit gap à venir combler. Je pense qu'on devrait venir combler le gap, mais on n'est pas sur une belle zone d'intervention. En tout cas, à la vente, pourquoi pas si on vient combler le gap et que le marché commence à caler. Mais là, tout de suite, avant de vendre, j'attendrai que le marché vienne combler son gap. Donc plutôt acheteur pour venir à court terme combler le gap. Après, les zones qui vont m'intéresser, encore une fois, ça reste le niveau des 16 000 ou le plus proche possible de la borne haute de notre canal haussier en données mensuelles. Donc les 15 920 points à peu près. Ici, il faudrait qu'on se retourne sur les 15 900, 15 950. Voilà la zone vraiment qui m'intéresse, étant donné que le DAX continue de travailler cet oblique maintenant depuis plusieurs semaines. Le Dow Jones. Le Dow Jones qui a finalement enchaîné les séances de baisse consécutives, plombé par Apple notamment. Ce matin, les futurs sont quand même bien dans le vert. Effectivement, on a quand même enfoncé une résistance importante, étant donné qu'on consolidait dans un range. Et là, voilà pourquoi j'ai hâte de voir l'ouverture à 15h30 des marchés américains, car on devrait ouvrir sur le niveau des 34 800, logiquement. Donc derrière, soit c'est un pullback et une belle occasion pour revendre ce marché, pour aller chercher un peu plus bas, 34 200, viser l'objectif théorique de sortie de range qu'on avait juste ici. Sinon, on part sur un bull trap en fin de semaine dernière. Si on réintègre en clôture, pour moi, tout porte à croire qu'on va être dans un bull trap et que derrière, finalement, on pourrait de nouveau consolider. Mais là, ça va être intéressant de surveiller à 15h30 l'ouverture qui devrait se faire sur la résistance et voir derrière s'il y a des changements de retournement qui vous indiquent un essoufflement du marché pour revendre avec un stop loss un peu plus haut pour justement partir dans un scénario baissier en direction des 34 200 points. On va les voir sur les futurs. Voilà. De toute façon, on avait plutôt cadré les zones du Dow Jones sur le futur. Donc, effectivement, en fin de semaine, grosse baisse en clôture. Pour moi, on n'est pas sur un niveau clé ici. Les gros niveaux, ça reste c'est 1, 2, 3, 4, on a 5 zones, on a voilà, 5 gros niveaux. Et là, actuellement, on est sur le pullback. Les opérateurs européens sont plutôt optimistes ce matin. Effectue des achats à bon compte, paye les indices. Donc, soit l'Europe s'emballe un peu et va vite être rattrapée à l'ouverture US derrière, soit finalement, comme je vous le disais, on assiste à un bear trap. Pour l'instant, je ne me prononce pas, étant donné que voilà, on est dans une tendance baissière à court terme. On est dans la zone, mais je n'ai pas de changement de retournement dans l'immédiat. On a plutôt un flux haussier ce matin. Donc,
patience encore. Si effectivement à l'ouverture, on break ce niveau à la hausse, très clairement, je me montrerai pas plus prudent, mais je considérerais que la dynamique à court terme sera en train de s'inverser et qu'on pourrait très facilement retourner sur les 35 000. Et à l'inverse, si on va ouvrir en gap et que ce gap retombe, eh bien, je pense qu'être vendeur ici avec un stop loss pour venir combler le gap dans un premier temps peut être très intéressant. Et derrière, si ça ne prend pas, le flux acheteur, eh bien, viser la deuxième zone plus bas. Donc maintenant, reste à savoir si on est sur un pullback et on a un niveau de prix très intéressant pour se positionner à la vente, aller chercher notre zone, ou sur un bull trap. Et pour cela, j'attendrai justement de voir à 15h30 l'ouverture pour avoir un peu plus d'informations. Mais potentiellement, une stratégie de comblement de gap, si le marché cale, peut être très intéressant. Et derrière, vite mettre son stop à break-even ou prendre un TP1. Et si le flux baissier se poursuit, eh bien, viser pour moi la zone clé qui se situe à 34 200, 34 100 points. L'euro-dollar. L'euro-dollar, j'ai l'impression qu'on va partir dans un range finalement. Donc, j'espère que celles et ceux qui se sont positionnés suite à l'avalement haussier évoqué depuis 2-3 semaines, bon, se sont mis à break-even, ont peut-être pu prendre des bénéfices, mais voilà, on est très clairement en train d'invalider l'élargissement descendant ici. Et je pense qu'on devrait partir dans un range. Alors, j'ai quelques travaux à domicile, donc je m'excuse par avance pour la gêne occasionnée si cela se ressent dans l'écoute. Mais voilà, j'ai malheureusement des travaux depuis plusieurs semaines chez moi qui viennent un peu perturber la qualité de votre écoute. Donc, l'euro-dollar, potentiellement un range à surveiller. En tout cas, je vous invite, déjà, je vous avais prévenu ici en disant qu'avec la BCE de protéger rapidement votre trade, surtout si vous étiez à l'achat. Mais là, j'ai le sentiment très clairement qu'on part dans un range. Certains me diront peut-être une épaule, tête épaule inversée. Très bien, effectivement, je suis aussi d'accord. Si le niveau des 1,1755 ne cède pas, l'hypothèse d'une ETI est envisageable. Bon, on n'est pas encore là, il faudra déjà former la deuxième épaule. Mais là, très clairement, on est sur le milieu de range et j'ai le sentiment que finalement, la paire va ranger dans l'attente de la Fed la semaine prochaine. Effectivement, on donnait 4 heures, ça se dégrade, on était dans le canal haussier, finalement, on est sorti par le bas, mais là, on a enfoncé le niveau des 38,2, le niveau des 50, vous voyez. C'est pas très clairement, la reprise haussière est complètement remise en question maintenant. Quand on était sur le niveau des 38,2, ça allait avec le pullback sur la borne haute de l'élargissement, mais ici, on est en train de fragiliser très clairement cette dynamique. Voilà pourquoi j'opte pour un range. Mais très clairement, je suis neutre maintenant sur l'euro-dollar. Bien entendu, l'avalement haussier, lui, est invalidé ici. Les prix retournent sous les plus bas. Donc, en soi, l'avalement n'est pas invalidé, mais on pourrait très bien en fait consolider dans un énorme range entre 1,1775 et 1,1688. Voilà pourquoi les zones qui vont m'intéresser maintenant à l'achat ou à la vente, ce sera un retour sur la borne haute, un retour sur la borne basse, ou potentiellement, effectivement, je vais surveiller les 1,1755 étant donné qu'on pourrait très bien former une ETI. Donc là, je laisse les vendeurs accélérer leur baisse et je surveillerai le niveau des 1,1755, car effectivement, si on part sur une figure de retournement, ça pourrait être intéressant d'avoir le début de la deuxième épaule. Le NZD-USD, pareil, en fin de semaine dernière, je vous parlais de cette paire qui tentait de sortir par le haut de son canal. Finalement,
réintégration, clôture sous la zone de polarité, sous la MM200, sous la borne haute du canal. Donc, je vous disais de ne pas vous précipiter, de bien attendre la clôture, car là, pour l'instant, très clairement, c'est invalidé, ce plan haussier visant à aller chercher la résistance des 0,73. Donc là, étant donné qu'on bloque sous une énorme résistance, je n'exclus pas un plan vendeur sous cette zone. Pour cela, je vais surveiller l'évolution des prix en données 4 heures, car effectivement, soit on consolide dans un triangle, donc ici on a une belle oblique basse, et derrière, j'ai 1, 2, 3 points de contact, donc soit on consolide dans un triangle fanion, si on casse la borne haute, je passerai acheteur avec un niveau de stop loss ici pour aller chercher mon niveau de résistance. Et à l'inverse, si on enfonce ce niveau de support, cette zone juste ici, pour moi, le plan de la semaine, ce serait de passer vendeur sous ce niveau, car on aurait sous notre borne haute de canal, sous notre résistance, sous notre MM200, un double top. Voilà. Si on prend les mèches, on pourrait aussi former un double top. Et donc derrière, si on casse l'oblique et le niveau de support, valider cette figure de retournement et donc repartir en direction du sud. Et pourquoi pas effectuer une rotation vers la borne basse, une nouvelle fois. Patience sur cette paire, mais on se trouve sur un niveau technique clé très intéressant. Une belle zone de prise, zone de polarité, borne basse de canal, MM200. Effectivement, si on break à la hausse, dans ce cas-là, plus d'obstacles, on passera acheteur pour viser cette zone-là. Et inversement, si finalement le marché bute une nouvelle fois sur la borne haute et valide un peu ce double top sur mèche sur ce niveau clé, eh bien vendeur pour aller chercher là et même 50. Le GBP USD, ça faisait longtemps que je n'avais pas scanné cette paire, mais il ne se passe pas grand chose, je trouve. Le sentiment qu'on est dans un range entre 1,3615 et 1,3970 à peu près. En données weekly, bon, ça reste, c'est l'ancienne bande du canal. On avait fait l'excès baissier ici. Bon, j'ai un peu de mal avec cette paire actuellement. Je trouve que c'est un peu la machine à laver, très clairement. On est prisonnier entre Tenkan, Kijun, un peu cette bande basse de canal. Pas beaucoup de visibilité, pas beaucoup de volatilité, vraiment dans un range. Vous voyez qu'ici, on a un beau range pour moi depuis plusieurs semaines. Donc, c'est ici que ça va jouer, très clairement, entre les 1,1914, notamment en clôture hebdomadaire. Pareil, on fait pas mal d'excès, mais on n'arrive pas à reprendre ce niveau en clôture hebdomadaire. Résistance couplée à notre plaque Kijun. Et à moyen terme, un range, et là actuellement on est au milieu du range. Donc, très clairement, je n'ai pas vraiment de plan de trading à vous proposer sur cette paire. Les niveaux qui vont m'intéresser, encore une fois, à la hausse, ça reste les 1,3914 en clôture hebdomadaire. 1,3914, 1,3960 ici pour tenter de nouveau des stratégies à la vente, short, ou retour sur la borne basse. Mais là, très clairement, depuis plusieurs jours, c'est un peu le yo-yo. Je pense qu'on pourrait de nouveau tracer un range à l'intérieur d'un range. Donc, un marché plutôt pour les traders de range qui sont à l'aise. Là, pour moi, la paire est dans un range, qui se situe dans un range, et actuellement, on se trouve au milieu du range 4 heures et au milieu du range daily. Vous voyez ? Donc, rien à faire, restez à l'écart, ne vous précipitez pas sur cette paire, attendez au moins un retour sur des niveaux clés du range 4 heures ou les niveaux clés du range daily. Mais pour ma part, je passe mon tour sur cette paire car je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'action et bien au contraire, c'est une paire qui est plutôt sujette
à des pièges un peu dans tous les sens de la part des vendeurs ou des acheteurs. Le gold. Bon, la clôture hebdomadaire sur le gold n'est pas très belle, encore une fois, mais notre fameuse zone, juste ici, la zone 1782-1790 tient pour l'instant, en tout cas. Donc tant que j'ai pas une grosse bougie qui vient me casser cette zone de support couplée à mon oblique, je cherche toujours des achats plutôt sur le gold. Et là, pour l'instant, malgré la grosse bougie, le support weekly mensuel tient et notre oblique tient elle aussi. Là, pour moi, cette semaine, encore une fois, je vais tenter de opter pour une stratégie acheteuse le plus près possible de cette oblique et on est dans la zone de support. Et je ne passe pas vendeur, en tout cas, tant qu'on n'a pas enfoncé avec une grosse bougie ce niveau de prix. On évoquait aussi potentiellement l'ETI en cours. Et donc là, on sera en train de former justement l'épaule, tête-épaule. La deuxième épaule d'une potentielle ETI. Après, encore une fois, on est dans l'anticipation de figure. Donc, ça peut aussi s'avérer dangereux. Le mieux, c'est d'attendre la confirmation, la cassure de la ligne de coup. Là, on est dans une anticipation de figure. Néanmoins, on est dans une zone qui m'intéresse, la zone 1780-1790, comme toujours. Et en données 4 heures, on est dans le range. Voilà, on a un range. Je vais enlever ma zone et cadrer ici. Voilà. On a un range. Effectivement, ici, on a eu un bel avalement. Bon, reste à savoir s'il va tenir. Les plus agressifs peut-être tenteront des achats ici sur la borne basse du range avec un stop loss sous l'oblique. Au contraire, les plus prudents attendront peut-être une sortie par le haut du range ici pour se positionner avec toujours un stop loss sous la mèche basse pour viser encore une fois les 1830. Donc chercher une nouvelle rotation TP1 1830 et derrière, si on casse enfin les 1830, eh bien peut-être valider cette ETI pour aller chercher 1850 et 1910. Pourquoi pas ensuite revenir sur le niveau des 1910. Donc voilà pour moi le scénario à surveiller sur le gold cette semaine. L'évolution des prix à l'intérieur de ce range qui est sur support weekly mensuel 1780-1790 couplé avec notre fameuse oblique haussière. Donc voilà, pour moi peut-être, pour l'instant je cherche plutôt des achats sur ce niveau de prix très intéressant. Donc reste à savoir maintenant comment les prix vont évoluer à l'intérieur du range. Le Brent, finalement, ça devient intéressant sur le pétrole Brent. Ce matin, on a eu une sortie par le haut du range. J'étais toujours haussier sur cet actif suite à la cassure ici de notre zone de support et de la borne haute. Finalement, on a réintégré, on a consolidé dans un range et ce matin, eh bien, les prix tentent de sortir par le haut du range. Donc, fin de consolidation. Cette fois-ci, on sort du nuage, on a bien breaké les niveaux clés, la résistance. Bon, à confirmer en clôture, mais je garde toujours mon scénario haussier sur le pétrole pour viser les 75-60. Finalement, la clôture de la semaine dernière, la bougie en clôture n'est pas si horrible que ça. On a clôturé dans le vert, on est juste venu pullbacker notre Tenkan, on est toujours dans une cassure Tenkan Kijun, Chikou libre de tout obstacle. Bon, eh bien,
une sortie de range en données daily. Le niveau qui va m'intéresser maintenant, c'est sûr que autant pour moi, voilà, juste ici. C'est de nouveau d'aller chercher l'oblique. Voilà, l'oblique qui passe par tous les plus hauts, ici. Donc TP1, si on confirme ça cet après-midi, voilà la zone, l'ancien plus haut juste ici, donc la zone des 75-60, et si on casse, les 80 $. En tout cas, c'est plutôt... Le pétrole reste orienté à la hausse, très clairement. Donc à confirmer en clôture, mais je garde mon plan acheteur, et là, invalidation du plan si on retourne sous les plus bas juste ici. Donc les 70-80, invalidation de ce plan acheteur. En tout cas, pour l'instant, on assiste à une fin de consolidation à l'intérieur du range. Et le light, c'est exactement la même chose sur le light. Pareil, ça bloquait encore sous la borne basse du canal, sous la MM50, sous la zone de résistance. Et finalement, ce matin, le light rattrape son retard sur le Brent et enclenche une sortie, un déclenche permet en tout cas cette sortie par le haut, break la MM50, break la résistance horizontale et la borne haute de notre canal. Donc là, très clairement, on avait aussi un range de consolidation juste ici. Sentiment d'un V-bottom sorti par le haut, donc TP1 71,50 et TP2, je verrai bien les 74,70. En tout cas, à moyen long terme, la dynamique était haussière, on a eu une grosse correction. Et là, j'ai le sentiment que le marché a bien envie de repartir dans sa dynamique de fond qui, elle, est haussière depuis maintenant pas mal de temps. Donc, reste à savoir si le plan maintenant va se réaliser et que le marché va me donner raison ou pas. Mais d'un point de vue technique, j'ai le sentiment que le marché a bien envie de reprendre sa dynamique de fond qui, elle, est haussière. Donc, TP1, 71,50 sur le light et TP2, je verrai bien les 74,70. Les crypto-monnaies pour terminer avec le Bitcoin, qui cède du terrain ce matin. Retour dans la zone. Donc là, c'est le range. Voilà, tout va se passer ici. Retour sur la borne basse du range. Reste à savoir maintenant si les acheteurs vont se manifester. Mais pour moi, on est sur un niveau de support clé. Si vous voulez vendre le BTC, eh bien, vous attendez une clôture sous ce niveau pour aller chercher derrière les 41 000. Voilà le plan si vous êtes plutôt vendeur. À l'inverse, si vous êtes acheteur, eh bien, basculez sur des unités de temps plus courtes ici pour déceler des signaux haussiers au cas où le marché partirait dans une phase de trading range dans les prochains jours. Finalement, on a cassé la Kijun. Bon. Tant que le support des 44 750 ne cède pas, je garde le range que j'avais mis en place déjà la semaine dernière. Et maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est des signaux sur des unités de temps un peu plus courtes. Donc là, en données 4 heures, par exemple. Et on pourrait, une nouvelle fois, pas évident, peut-être un range comme ceci. Ça consolide pour moi, très clairement. C'est difficile sur cet actif qui est très volatile de savoir si on prend les clôtures ou les mèches. Est-ce qu'on est dans un biseau descendant? Certains verront un triangle, d'autres traceront un rectangle. Bref,
pour moi, on est dans une zone de prix très intéressante et on consolide pour l'instant. Et tant que j'ai pas voilà, on est dans une grosse zone de consolidation juste ici, entre 44 000 et 47 000. Et maintenant, il faudrait surveiller voilà, des éléments techniques qui pourraient nous indiquer l'évolution à venir des prix. Donc là, c'est sûr que si on fait une bougie 4 heures qui vient de percer tous ces niveaux, bon, on va se montrer plus prudent et il y a une probabilité qu'on aille chercher les 41 000 $. Et pour l'heure, tant qu'on est sur un support, on ne vend pas un support, surtout un tel support. Et en données H1, je n'ai pas non plus beaucoup d'indications, en tout cas, je n'ai pas changé de retournement. Donc on va surveiller dans les heures qui viennent, les jours à venir aussi, si on reste sur ce niveau, voilà, des bougies flux impulsives avec du corps qui pourrait nous donner une indication, soit on transperce cette zone, soit au contraire on repasse. On avale certaines bougies et dans ce cas-là, un stop loss sous la zone pour aller chercher les 47 000 en TP1. Si on casse ce niveau, objectif 50 500 $. Pour terminer l'Ethereum, mais le constat est exactement le même sur l'Ethereum. Bon, en données weekly, ici la Kijun est un peu plus haut déjà, on n'est pas venu casser notre Kijun. C'est surtout les données daily qui vont m'intéresser. Étant donné qu'on est de nouveau dans la zone. Pareil, retour sur la zone, 38,2, moyenne mobile 50. Potentiellement un range à prévoir. Donc là, pareil, je ne passe pas en tout cas vendeur sur l'Ethereum tant que la moyenne mobile 50 n'est pas franchie à la baisse et qu'on n'a pas clôturé sous le niveau des 38,2. Donc là, pareil, comme sur le BTC, il faut basculer sur des unités de temps plus courtes et reste à savoir si on est en train de consolider sur la borne basse, qu'on est dans un biseau et qu'effectivement la sortie par le haut permettrait d'anticiper ce range à venir. Mais en tout cas, ne passez pas vendeur et ne soyez pas vendeur sur un tel niveau de prix, 38,2, support horizontal, pardon. Moyenne mobile 50 en soutien, j'attendrai la cassure pour viser la deuxième zone derrière. Pour l'heure, à l'approche de cette MM50, je suis plutôt dans l'optique de chercher des achats pour un rebond sur ce support. Voire surtout si on est sur un biseau et qu'on s'approche de la borne basse d'un biseau. Mon données daily, c'est pas ici qu'il faut vendre. On attendra la cassure. Car effectivement, le seul bémol, c'est cette divergence baissière qui a été validée. Effectivement, elle est validée et d'un point de vue de l'objectif théorique, normalement des divergences, c'est le niveau des 50%. Effectivement, si on break les 38,2, on ira chercher l'objectif théorique de la divergence, qui est à 50%, 50% dans la dernière vague de hausse, donc sur le niveau des 2900. Mais tant que ce niveau ne cède pas sous la pression vendeuse, en tel niveau de support, pardon, difficile d'être vendeur. Et au contraire, on pourrait peut-être consolider dans ce fameux biseau et chercher des signaux sur des unités de temps un peu plus courtes, on donnait 4 heures avec un stop loss juste en dessous pour avoir un excellent ratio et derrière retourner sur le niveau où on était juste avant ici, pourquoi pas consolider dans un range par la suite. Donc on fera le point dans les jours à venir, mais à mon avis, on devra avoir pas mal d'opportunités, en tout cas en trading, sur les cryptos, sur le BTC et l'Ethereum cette semaine. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades et je vous donne rendez-vous demain pour faire un point complet sur la planète finance.